Moyen, âge africain. Épisode 1. Les rois, reines et héros d'Afrique. L'Afrique médiévale s'éveille. Au fil des siècles, l'Afrique a été décrite par certains comme une terre silencieuse, oubliée des chroniques du monde. Pourtant, ce continent a forgé des civilisations puissantes, instruites et rayonnantes bien avant que l'Europe ne sorte de ses âges obscurs. Bienvenue dans le secret du temps, votre guide pour explorer ces épopées africaines, ces héros et ces reines qui ont façonné l'histoire. Ici, nous ne nous contenterons pas de récits mythiques. Nous réveillerons la mémoire d'un continent qui savait gouverner, échanger, créer et penser. Avant de plonger dans cette aventure, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo, partager ce récit pour que d'autres découvrent la grandeur africaine et laissez un commentaire pour partager vos impressions. L'Afrique médiévale, du Sahara à la savane, des hauts plateaux d'Éthiopie aux rives du Nil et du Congo, brillait d'une lumière qui n'a rien à envier aux empires d'Europe ou d'Asie. Les royaumes se succédaient et s'entremêlaient. Ghana, Mali, Songhai, Kanem-Bornou, Bénin, Zaria, Zimbabwe, Nubie, Aksum, chacun possédant ses lois, ses arts, ses croyances et son organisation politique. Les royaumes et la richesse des terres africaines. Avant de parler des hommes et des femmes qui marquèrent l'histoire, il faut comprendre l'espace dans lequel ils évoluaient. Le royaume du Ghana, dès le 8e siècle, contrôlait le commerce transsaharien. Or, sel, tissus et esclaves circulaient dans un réseau sophistiqué. Les chroniqueurs arabes évoquent les villes pavées d'or et les marchés florissants. À l'est, Aksum et la Nubie chrétienne étaient des centres spirituels et diplomatiques. Les moines traduisaient des textes, les souverains frappaient leur monnaie, et les cités défiaient le temps avec leurs monuments de pierre et de stèles imposantes. Au sud, le grand Zimbabwe érigeait ses murs de granit sans mortier, symbole de maîtrise architecturale et de prospérité commerciale. Le royaume du Bénin sculptait des bronzes d'une finesse exceptionnelle, immortalisant le visage des rois et la puissance de l'État. Ces royaumes n'étaient pas seulement des entités politiques, ils étaient des centres de commerce, de culture et de savoir, des lieux où l'économie, la spiritualité et l'art se mêlaient harmonieusement. Soundiata Keïta, le lion du Mandé. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un nom résonne à travers les siècles. Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Né à Niani d'une union prédite par les devins, Soundiata ne marchait pas durant sa première enfance. Méprisé, il surprit tous ses détracteurs lorsqu'il se leva pour la première fois, marquant le début d'un destin exceptionnel. Après la mort de son père, il fut contraint à l'exil, mais cette épreuve le forma. Il apprit les arts de la guerre et de la diplomatie, forgeant son intelligence et sa sagesse. À l'âge adulte, il réunit une coalition et défia Soumaoro Kanté, le roi tyrannique du Soso. La bataille de Kirina scella sa victoire et libéra le Mandé. Soundiata institua la charte du Mandé à Kurukan Fuga, l'un des premiers textes connus garantissant la justice, la liberté et la solidarité. Son règne posa les bases d'un empire prospère, où l'autorité royale s'alliait à l'équité et au respect des traditions. L'âge d'or du Mali est Tombouctou. Après Soundiata, ses successeurs, parmi lesquels Mansa Moussa, magnifièrent. L'Empire. La capitale, Niani, devint un centre administratif, commercial et culturel. Tombouctou et Djéné, grâce aux routes commerciales transsahariennes, devinrent des cités savantes, réputées pour leurs universités et bibliothèques. Sous Mansa Moussa, le pèlerinage à la Mecque fut légendaire. Caravanes, richesse incommensurable, générosité reconnue par tous. Mais il ne fut pas seulement un roi d'or. Il fut un visionnaire, mécène des arts et du savoir,
faisant de Tombouctou un centre mondial de l'érudition. Astronomie, droit, médecine, poésie. Tous les domaines y prospéraient. Le Mali démontra que la grandeur d'un royaume ne se mesure pas uniquement à ses richesses matérielles, mais à sa capacité à instruire, protéger et élever ses peuples. Les reines et héroïnes d'Afrique. L'histoire africaine n'est pas seulement faite de rois. Les femmes jouèrent un rôle central. Amina de Zaria mena des campagnes militaires, fortifia des villes et développa le commerce. Dahia al-Kahina, au Maghreb, affronta l'invasion arabe avec courage et stratégie. Makeda, la reine de Saba, incarna la diplomatie et la sagesse, fondant des lignées légendaires. Ces figures prouvent que le pouvoir africain médiéval était partagé et équilibré, que la bravoure et la sagesse ne connaissaient pas de genre, et que les femmes étaient des actrices essentielles de l'histoire et de la mémoire. L'Afrique médiévale, un continent de lumière. Lorsque l'on évoque le Moyen-Âge, les esprits se tournent souvent vers les châteaux d'Europe, les chevaliers croisés ou les moines copistes penchés sur leurs parchemins. Mais au même moment, entre le fleuve Sénégal et la mer Rouge, une autre histoire se jouait, plus vaste, plus complexe, plus brillante encore. Car pendant que l'Occident cherchait à se reconstruire après les effondrements de Rome, l'Afrique médiévale bâtissait des empires, élevait des universités et organisait des réseaux commerciaux qui reliaient le monde entier. C'était un continent de lumière, une mosaïque d'États puissants et d'identités fortes. Le Ghana ancien, le Mali, le Songhai, le Kanem-Bornou, le Royaume du Congo, la Nubie chrétienne, Aksum, Zimbabwe, Bénin, Zaria et tant d'autres. Chaque royaume avait ses lois, ses traditions, son art, ses dieux et sa conception de la justice. Mais tous partageaient une même idée du pouvoir. Le roi est d'abord le gardien de l'ordre et de la mémoire. L'Afrique des empires, des structures et des peuples. Les royaumes africains du Moyen-Âge n'étaient pas des tribus dispersées, mais des États organisés avec des administrations, des systèmes de taxation, des armées permanentes, des diplomates, des juges et des intellectuels. Les caravanes traversaient le Sahara, reliant Gao à Tunis, Tombouctou à Alexandrie, Walata à Marrakech. Les ports swahili commerçaient avec les Arabes, les Perses, les Indiens, et même les navigateurs chinois de la dynastie Ming. Le commerce était le sang qui irriguait le continent. On échangeait l'or, le sel, l'ivoire, le cuivre, les tissus, les perles, mais aussi le savoir, les idées, les croyances. Les érudits venus d'Afrique de l'Ouest ou de la Corne prenaient part au débat théologique du monde islamique. Les chroniques arabes évoquent avec admiration les cités africaines. Les rues de Gao sont pavées d'or, écrivait Ibn Battuta, émerveillé. Le roi du Mali, Mansa Moussa, est le plus généreux des princes. Ces mots ne sont pas des légendes, ce sont des témoignages contemporains, preuve d'un âge d'or africain trop longtemps ignoré. Le Ghana ancien, la porte de l'or, bien avant le Mali ou le Songhai, le royaume du Ghana, aujourd'hui sur le territoire de la Mauritanie et du Mali, fut la première puissance majeure de l'Afrique de l'Ouest. Son nom vient du mot Ghana, qui signifie « roi guerrier ». Dès le 8e siècle, ces souverains contrôlaient le commerce transsaharien. L'or du Wangara, le sel du Tagaza, les chevaux du Maghreb, les esclaves et les tissus circulaient dans un système parfaitement régulé. Les chroniqueurs arabes rapportent que le roi du Ghana siégeait dans une salle ornée d'or et de pierres précieuses, entouré de cavaliers et de musiciens. Mais au-delà du faste, il y avait une stabilité politique remarquable. Le royaume reposait sur une double capitale, Kumbi Saleh, divisée entre une ville musulmane commerçante et une ville royale animiste, symbole d'une tolérance et d'un équilibre culturel unique. Aksum et la Nubie.
Les royaumes du Nil, pendant que l'Afrique de l'Ouest rayonnait par le commerce, l'Afrique de l'Est brillait par la spiritualité et la diplomatie. Le royaume d'Aksum, né sur les hauts plateaux d'Éthiopie, fut dès le IVe siècle un centre chrétien majeur. Ses souverains frappaient leur propre monnaie, communiquaient avec Rome et Byzance, et édifiaient des stèles monumentales qui défiaient le ciel. Plus au nord, en Nubie, les royaumes de Makuria et d'Ongola étaient des États chrétiens florissants, où les moines traduisirent en la Bible en ancien nubien. Ces royaumes résistèrent des siècles aux conquêtes arabes et réussirent à préserver leur foi, leur langue et leur culture. Ils furent, au cœur du continent, un pont entre l'Afrique noire et le monde méditerranéen. La richesse du Sud, le Zimbabwe et le Bénin. Au sud du continent, d'autres cités s'élevaient, bâties en pierre, en art et en légende. Le grand Zimbabwe, dont les ruines subsistent encore aujourd'hui, fut un centre politique et commercial d'une ampleur stupéfiante. Ses murs de granit sans mortier témoignent d'une maîtrise architecturale exceptionnelle. De là partaient des caravanes chargées d'or et d'ivoire, destinées aux ports de Sofala et de Kilwa. Plus à l'ouest, le royaume du Bénin, aujourd'hui au Nigeria, produisait des bronzes d'une finesse inégalée, immortalisant les visages des rois Oba et les exploits militaires. Ces œuvres incarnent la puissance spirituelle du roi et la grandeur d'un État centralisé. Un continent qui pensait le monde, l'Afrique médiévale n'était pas seulement riche en or, elle était riche en idées. Ces sociétés concevaient le pouvoir comme un contrat moral, fondé sur la justice et la mémoire. Un roi n'était légitime que s'il écoutait les anciens, respectait les traditions et garantissait la paix. Les griots, dépositaires de la parole, étaient considérés comme les gardiens du temps. Celui qui ne sait d'où il vient ne saura jamais où il va. Proverbe mandingue. L'Afrique médiévale n'était pas un monde perdu, mais un monde vivant, organisé, rayonnant. Et c'est dans ce contexte que naquit l'un des plus grands héros de l'histoire africaine, Soundiata Keïta, le fondateur du Mali, celui que les griots appellent encore aujourd'hui le lion du Mandé. Section 3. Soundiata Keïta, le lion du Mandé. Il y a des noms qui, même murmurés à travers les siècles, vibrent encore comme un tambour dans la mémoire des peuples. Soundiata Keïta est de ceux-là. Fondateur de l'empire du Mali au XIIIe siècle, il n'a pas seulement bâti un royaume, il a donné au peuple mandingue une âme, une loi et une mémoire. Et aujourd'hui encore, dans les villages d'Afrique de l'Ouest, son nom est chanté comme celui d'un libérateur, d'un sage, d'un roi mythique. Car le récit de Soundiata n'est pas seulement une histoire, c'est une épopée vivante, transmise de bouche à oreille par les griots, gardiens du verbe et du temps. La naissance du destin. Tout commence à Niani, petite cité du Mandé. Le roi Naré Magane Konaté, souverain respecté, reçoit un jour la visite d'un devin. Celui-ci lui prédit qu'il engendrera un grand roi, mais pas avec la plus belle de ses épouses. La femme qui portera cet enfant sera venue d'ailleurs, et son apparence sera étrange. Peu après, le roi épouse Sogolonkedju, une femme bossue, discrète, mais d'une grande sagesse. De cette union naît Soundiata. Mais l'enfant, promis à un destin royal, ne marche pas. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il reste cloué au sol, faible, raillé par les autres enfants, méprisé par les courtisans. Sa mère endure les moqueries, et pourtant, jamais elle ne doute de la prophétie. Un jour, humiliée une fois de trop, elle supplie son fils de se lever. Alors Soundiata, dans un effort surhumain, se dresse pour la première fois. Il arrache un bâton de fer, s'appuie dessus, puis marche. Le Mandé tremble, car le fils du destin venait de se relever. Le lion peut tarder à marcher, mais il ne rampe pas toute sa vie. Proverbe mandingue.
Ce moment, raconté dans toutes les versions de l'épopée, marque la naissance du héros. C'est à cet instant que le faible devient fort, que le rejeté devient roi. L'exil est la promesse. Mais le destin du jeune prince est semé d'épreuves. À la mort de son père, le trône revient à Dinkaran Tuman, demi-frère de Sundiata, soutenu par la reine-mère Sasuma Berete, jalouse de Sogolon. Sundiata et sa mère sont contraints à l'exil. Ils quittent Niani, parcourent l'Orient, les royaumes voisins, errant de cour en cour. Mais partout où ils passent, Sundiata apprend. Les langues, les coutumes, l'art de la guerre et celui de la diplomatie. Dans l'ombre, le jeune homme se forge, s'instruit, observe. Il comprend que régner ne se résume pas à dominer, mais à rassembler. Chaque royaume traversé devient un allié potentiel. L'exil, loin de l'affaiblir, le transforme en stratège. Pendant ce temps, au Mandé, Soumaoro Kanté, roi du Sosso, étend sa tyrannie. Son pouvoir repose sur la peur et la magie. Les villages brûlent, les peuples fuient. La prophétie prend alors tout son sens. Seul Sundiata pourra délivrer le Mandé du joug du sorcier roi. La bataille de Quirina, la naissance d'un empire. L'année du destin arrive. Les rois du Mandé, las de la cruauté de Soumaoro, envoient des messagers à Sundiata. « Reviens, fils de Sogolon, toi seul peux sauver le pays. » Le prince rassemblait les armées de tous les peuples alliés. Les Bambara, les Peuls, les Malinké, les Sénoufos, les Mossi. Une coalition africaine sans précédent se lève pour défendre la liberté. L'armée de Sundiata, organisée, disciplinée, avance vers Quirina. La bataille fut titanesque. Les griots racontent que Soumaoro, vêtu de son manteau de plumes, lançait des sorts sur ses ennemis. Mais Sundiata, averti par un devin, perça le secret de sa puissance. Une flèche au plumage blanc, bénie par les esprits, mit fin à sa magie. Le roi du Sosso fut vaincu et le Mandé libéré. Quirina n'est pas qu'une victoire militaire, c'est la renaissance d'un peuple. Sur le champ de bataille, les griots diront que la terre du Mandé a tremblé, mais elle s'est relevée avec son fils. La charte du Mandé, une déclaration universelle. Après la victoire, Sundiata ne se proclame pas conquérant mais fondateur. En 1236, à Kurukan Fuga, il convoque les chefs, les rois et les sages du pays. C'est là qu'il proclame la charte du Mandé, un texte sacré, transmis par les griots, considéré comme l'une des plus anciennes déclarations des droits de l'homme au monde. La charte affirme la liberté de chaque être humain, le respect de la vie, des femmes et des étrangers, le devoir de solidarité entre les peuples, l'interdiction de la faim, de la guerre injuste et de l'esclavage au sein du Mandé. Chaque vie est une vie, que nul ne porte atteinte à son voisin, que chacun veille sur son prochain. Extrait du Serment du Mandé. Ces paroles, simples et puissantes, fondent une philosophie politique d'une modernité saisissante. Sous Sundiata, l'Empire du Mali devient une fédération harmonieuse, où chaque royaume garde ses lois et ses traditions, mais reconnaît l'autorité. Les caravanes transportaient l'or du Wangara, le sel des mines de Tagaza, le cuivre, et les esclaves non comme simples marchandises, mais dans un cadre strictement régulé et humanisé par la charte du Mandé. C'est grâce à ces routes que les cités de Tombouctou et Djenné devinrent des centres intellectuels de renom. Les érudits affluaient, les manuscrits circulaient, les bibliothèques se remplissaient de traités de médecine, de droit, d'astronomie, de poésie et de philosophie. Le Mali était une Afrique qui enseignait au monde. Tombouctou, la perle intellectuelle du Sahel Tombouctou, mérite une attention particulière. Fondée au XIe siècle, elle atteignit son apogée entre le XIIIe et le XVe siècle grâce à l'Empire du Mali.
Ces universités et bibliothèques, telles que Sankoré, étaient comparables à celles de Bagdad ou de Cordoue. Des manuscrits soigneusement calligraphiés enseignaient l'astronomie, la médecine, la théologie, la géographie et la philosophie. On y formait des administrateurs, des juges, des savants et même des diplomates capables de dialoguer avec les royaumes arabes et européens. Tombouctou n'était pas seul. Makeda, la reine de Saba légendaire et vénérée, Makeda symbolise la sagesse et la diplomatie. Sa rencontre avec le roi Salomon donna naissance à des récits mythiques et à des lignées royales en Éthiopie. Elle montre que la grandeur féminine ne se limite pas à la guerre, mais inclut la culture, la diplomatie et le rayonnement intellectuel. Dahia al-Kahina dans le Maghreb, Dahia al-Kahina, reine berbère et chef militaire, affronta l'invasion arabe avec bravoure. Elle incarne le courage, l'indépendance et la capacité de résistance, démontrant que le pouvoir féminin était reconnu et respecté en Afrique médiévale. Une vision d'équilibre et de justice. Que ce soit sous les hommes ou les femmes, le pouvoir africain médiéval se distinguait par un principe fondamental. Le roi ou la reine n'est légitime que s'il ou elle assure la justice et l'harmonie du peuple. Les reines et héroïnes n'étaient pas de simples figures symboliques. Elles commandèrent des armées, régulèrent le commerce et défendirent les lois et traditions, contribuant pleinement à la stabilité et à la prospérité des empires. Leurs exploits montrent que la force et la sagesse allèrent de pair, que le courage pouvait être féminin et que l'histoire africaine n'était pas un monologue masculin, mais un récit partagé. Sous Mansa Moussa, Amina et d'autres, le Mali et les royaumes africains du Moyen Âge devinrent des foyers de savoir et de culture. Les universités et bibliothèques ne servaient pas seulement à instruire les élites. Elles formaient des administrateurs, des juristes et des savants capables de gérer les empires avec compétence et humanité. L'Afrique de cette époque prouve que la richesse matérielle n'était rien sans le savoir et la justice, que le pouvoir devait s'exercer avec responsabilité et vision. Les griots, les scribes et les maîtres transmettaient ces leçons aux générations futures, garantissant la continuité de la mémoire collective. Vers la conclusion et la transition. Ainsi, au fil des siècles, l'Afrique médiévale a produit des rois comme Soundiata, des visionnaires comme Mansa Moussa et des reines courageuses comme Amina et Dahia. Leur héritage dépasse les frontières. Il nous enseigne la dignité, la justice et la valeur du savoir, et nous rappelle que l'Afrique fut et demeure une terre de lumière et de grandeur. Dans la section finale, nous allons conclure l'épisode 1 en récapitulant ses héros et ses empires, et annoncer la suite du voyage vers l'épisode 2, les savoirs, arts et sciences du Moyen-Âge africain. Section 6, conclusion. Le passé qui éclaire l'avenir. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode du Secret du Temps. Mais la mémoire que nous avons explorée continue de vibrer dans chaque pierre, chaque manuscrit, chaque griot qui raconte l'histoire des royaumes d'Afrique. Au cours de cet épisode, nous avons marché aux côtés de Soundiata Keïta, le lion du Mandé, et de son héritage de courage, de justice et de sagesse. Nous avons suivi l'apogée de l'empire du Mali, vu Tombouctou briller comme un phare du savoir, admiré la générosité et la vision de Mansa Moussa, et découvert la force des reines et héroïnes légendaires, telles que Amina de Zaria, Makeda, la reine de Saba et Dahia al-Kahina. Ces personnages ne sont pas de simples figures historiques. Ils sont des modèles intemporels, des guides pour comprendre que la grandeur d'une civilisation se mesure autant à la justice et à l'intelligence de ses dirigeants qu'à sa richesse matérielle. Ils nous enseignent que la mémoire est un trésor et que connaître notre passé nous permet de mieux tracer notre futur. Un appel à l'action. Avant de nous séparer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Le Secret du Temps
pour ne manquer aucun épisode de cette aventure historique. Likez cette vidéo pour soutenir la diffusion du savoir et la reconnaissance des héros africains. Partagez cette vidéo afin que le plus grand nombre découvre les trésors de l'histoire africaine. Et laissez un commentaire pour dire quel personnage, quelle cité ou quelle leçon vous a le plus marqué. Vos impressions sont précieuses et nourrissent la discussion autour de notre passé commun. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Dans le prochain épisode, nous franchirons une nouvelle porte du temps pour explorer les savoirs, les arts et les sciences du Moyen-Âge africain. Vous découvrirez comment les savants de Tombouctou étudiaient les étoiles, comment les artisans africains créaient des chefs-d'œuvre uniques, et comment la science, la foi et l'art se mêlaient pour construire un monde d'harmonie et de beauté. Préparez-vous à rencontrer des érudits, des inventeurs et des visionnaires dont les découvertes ont influencé le monde entier. Le secret du temps continue, et il reste tant à découvrir. Ainsi s'achève l'épisode 1. Mais souvenez-vous, l'histoire africaine est vivante, et chaque récit que nous partageons est une étincelle qui rallume la flamme du passé. À très bientôt pour l'épisode 2, où nous plongerons dans le cœur intellectuel et artistique de l'Afrique médiévale.